on n'avait aucune expérience dans la paye quand on s'est lancé. On était guidé en fait par ce désir de faire quelque chose qui paraissait impossible, c'est-à-dire faire en sorte que gérer ses fiches de paye soit un rêve plutôt qu'un cauchemar. Payfit, on est 500 dans la boîte. On a eu notre premier client il y a 4 ans et demi et on est présent dans 5 pays. Est-ce que tu te rends compte que tu n'as que 28 ans ? C'est allé extrêmement vite. C'est-à-dire que dans 12 ans, j'aurai 40 ans. On est à la fois très pressé et en même temps, on a le temps. Notre défi, c'est comment en fait on compresse le temps pour que ce qui prend normalement 10 ans, on arrive à le faire en 2 ans. On a l'impression en tout cas de pouvoir renverser n'importe quelle situation, qu'à chaque problème, il y aura toujours des solutions. Et ça, c'est très agréable. Vous écoutez La Combinaison, le podcast qui part à la rencontre de personnes exceptionnelles qui ont réussi dans leur domaine. Sommes-nous tous égaux face à la réussite ? Quel est le making-of, la combinaison d'éléments, de rencontres, de succès ou peut-être d'échecs qui ont porté des personnes ordinaires à devenir des entrepreneurs d'exception, des sportifs de haut niveau, des écrivains de renom ou des artistes qui rencontrent le succès ? Je suis Frédéric Azoulay, un passionné de podcast depuis plusieurs années et dirigeant d'une entreprise papéo.fr, une imprimerie en ligne réactive pour les professionnels et les revendeurs. D'ailleurs, si vous écoutez cet épisode jusqu'à la fin, je vous offre un code promo pour commander sur notre site. Ces parcours de vie me passionnent, me fascinent et je me suis toujours demandé ce qui faisait la réussite d'une personne. Je sillonne la France pour tenter de répondre à ces questions en rencontrant ces personnalités incroyables. Tous les 9 jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui, j'espère, vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Salut Firmin. Salut. Je suis super content de te recevoir sur mon podcast. Tu es le CEO de Payfit, une plateforme qui permet de gérer les RH, les ressources humaines, et en particulier tout ce qui tourne autour de la paye. Cet épisode s'insère dans une série que je peux appeler Service aux entreprises, et qui comprend des boîtes comme Alan, Talentsoft, Conto, Swile, Shaper, entre autres. Il y en aura d'autres, évidemment. Vous avez ce point commun, tous, de vous attaquer à un marché ou un service énorme et de le rendre plus sexy. Nous allons dérouler ensemble ton parcours et essayer de comprendre la combinaison d'éléments qui t'a amené là où tu es et en si peu de temps. Firmin, peux-tu me dire quelques mots sur toi ? Ouais, je suis ravi d'être ici. J'ai 28 ans. J'ai grandi en Mayenne, à Laval, avant de monter à la capitale pour mes études, donc une prépa. J'ai rencontré Florian, qui sera un de nos autres cofondateurs pour Payfit. J'avais déjà rencontré Guilain à Laval au collège. C'est lui l'autre cofondateur. Je suis rentré en école de commerce à l'ESCP après avoir fait ma prépa. J'ai passé 2 ans là-bas avant d'arrêter pour monter Payfit. Je suis passionné de sport, énormément de sport depuis que je suis tout petit et je continue à en faire énormément. Voilà, aujourd'hui, je m'occupe de Payfit, dont je suis cofondateur et CEO. Payfit qui a bien grandi ces 5-6 dernières années. Initialement, quand tu étais en Mayenne, tu voulais faire quoi ? Je suis issu d'une famille d'entrepreneurs, d'émigrés italiens à la fin du 19e siècle, entrepreneurs en bâtiment. Et je voulais soit monter ma boîte quand j'étais tout petit, soit devenir footballeur. J'ai vite vu à 15 ans que ce serait compliqué de devenir footballeur. Donc, je me suis lancé dans des études un peu plus classiques, traditionnelles. Et le fièvre de l'entrepreneuriat m'a vite rattrapé. J'ai monté une première boîte avec Guilain quand j'avais 17 ans. Quelques autres projets ensuite, avant, à 22 ans, de me lancer vraiment dans l'aventure Payfit à 2000%. Une première boîte à 17 ans, donc avant bac ? Oui, j'étais en terminale à l'époque. C'était quoi comme boîte Ça s'appelait Talkit. C'était un réseau social linguistique pour apprendre à parler une langue étrangère très rapidement. Donc c'était il y a 10 ans. Ouais. Et c'était une belle première expérience qu'on a vécue avec Guilain. C'est là qu'on a compris qu'on était fait pour bosser l'un avec l'autre. C'est marrant parce que j'ai quand même, tu sais, on en a parlé. Je bosse pas mal en général sur mes invités. Et je l'ai pas trouvé ça. Oui, il reste plus grande trace de cet événement à part
dans nos mémoires et dans l'amitié qui s'est forgée. Et t'en as fait quoi de la boîte? Vous l'avez arrêtée? On l'a arrêté. On avait quelques milliers d'utilisateurs, mais on n'est pas allé plus loin. Vous l'avez pas vendu? Non. C'était trop petit. Guilain devait bosser et moi je devais bosser aussi en prépa pour intégrer une école. Mais l'idée c'était quoi, juste parce que apprendre plus rapidement, c'est quoi? L'idée c'est que tu arrives en fait sur une plateforme, grâce à un algorithme, tu es matché avec d'autres personnes et en temps réel, tu peux te mettre à discuter dans une langue étrangère avec quelqu'un et pratiquer. Et c'était basé en fait sur l'échange mutuel, l'envie d'apprendre l'anglais pour un Français et vice versa. Et ça n'existe pas? Pas à ma connaissance, mais je pense que ça mériterait d'exister. Ouais. Tu me parlais de tes parents, ils faisaient quoi? Alors, mon père était chef sommelier du Meurice. Ah oui, très bien. Il a arrêté ses études quand il était jeune. Il est devenu sommelier. Et puis il a gravi les échelons petit à petit. Et en 2003, il a complètement changé de carrière. Il a repris une boîte dans le BTP, donc pour faire comme son père, son grand-père, son arrière-grand-père, qui était lui venu d'Italie. Donc alors, vraiment l'entrepreneuriat dans les... Pour les non-parisiens, le Meurice, c'est un hôtel, un palace parisien. Exactement, c'est un des rares palaces parisiens. Ouais. Et ta mère? Et ma mère, elle a jamais travaillé. D'accord. Elle s'est occupée de ses enfants. Donc c'est assez rare, je vois beaucoup de CEO, c'est assez rare. Alors il y a beaucoup de projets qui sont montés, mais en général c'est des projets, tu m'aurais dit j'ai monté Payfit à 17 ans, j'ai commencé, je t'aurais dit oui, mais là vraiment de commencer l'entreprise avant même le bac, et pendant le bac quasiment, parce que ça prend déjà le bac, ça prend quand même du temps. Donc tu fais ESCP? Oui, je rentre à l'ESCP, je fais 2 années, et puis là je me fais rattraper par Guilain qui arrive avec une superbe idée de créer un langage de programmation pour permettre aux PME françaises de gérer simplement leurs fiches de paye. Donc au début, je me demande bien pourquoi il est venu me voir avec cette idée, parce que moi je connais rien à la paye, j'ai jamais eu de fiche de paye, j'ai jamais bossé de ma vie. Guilain, c'est CTO? Ouais, exactement. D'accord. Et donc voilà, on se met en coloc avec ma copine, avec un cousin, et on commence à créer ce langage de programmation, le Jetlang, pour me permettre de créer le produit Payfit. Donc tout va très vite, on bosse beaucoup, et à un moment, on se dit, là, il y a trop de travail, et Florin qui nous a rejoint, on est 3 dans l'aventure, on fait notre première levée de fonds, on va avoir nos premiers employés, les premiers payfitters qui vont nous rejoindre, on envisage les premiers clients. Du coup, je me dis que c'est pas possible de continuer en parallèle les études et l'aventure Payfit, et qu'il faut que je fasse un choix pour être à 200% dans Payfit. C'est à ce moment-là que je décide de prendre le risque d'arrêter les études. Et tu reprendras plus? Non, parce que il y avait pas d'alternative possible en France pour avoir le diplôme. Je sais pas si ça doit se faire aux États-Unis, mais en France peut-être plus, mais là c'était difficile, donc j'ai préféré prendre ce risque que je regrette absolument pas aujourd'hui, mais qui était un risque à l'époque. Oui, c'est assez commun. Enfin, je veux dire, tous les grands patrons de la tech, en particulier aux États-Unis, garage, leur start-up, et ils ont souvent arrêté les études, quoi. C'est à peu près le truc qui se fait en général, quoi. Cela dit, mon fils est à Epitech, et justement, il arrête ses études pour monter sa start-up. Mais bon, après, lui, c'est dans le truc. Pour revenir donc à ça, Guilain vient de voir pour te dire, je vais créer un langage. Ok, on va en reparler, mais au tout début, si tu veux, quand je rencontre par exemple Alexandre Pro de Conto, lui, il a identifié des pain points sur la banque après sa première. Tu le connais peut-être, voilà. Il a identifié un problème quand il avait sa première boîte sur les relations avec la banque. Jean-Charles Samuelian de Alan, lui, il a identifié un problème parce que son grand-père était en train de mourir, il avait un problème de mutuelle, etc. Donc c'était vraiment Mais vous, je ne sais pas si vous aviez identifié déjà un problème. Alors évidemment, toi, non payé ou jamais, Guilain avait peut-être eu une fiche de paye. Je pense que la première chose que vous avez dû voir, c'est que c'est quand même incompréhensible. Oui, c'est incompréhensible, mais effectivement, on n'a pas s'inventer une histoire, se créer un mythe. On a eu du mal à gérer les payes de nos employés dans un passé. On avait aucune expérience dans la paye quand on s'est lancé. On était guidé en fait par ce désir de faire quelque chose qui paraissait impossible.
C'est-à-dire faire en sorte que pour une petite entreprise en France, gérer ses fiches de paye soit un rêve plutôt qu'un cauchemar. Et c'est quelque chose qui paraissait impossible. On discutait avec des experts comptables, des entrepreneurs, des RH, et on voyait que ça avait l'air très très compliqué. Source d'erreurs, ça prenait du temps, ça coûtait cher, les employés n'étaient pas contents, les patrons non plus. Enfin, il y avait personne qui était content. Donc du coup, on s'est dit, bon, il y a quelque chose à faire. Même si nous, on n'a jamais expérimenté en fait ce problème, il y a forcément quelque chose à faire. Et après, le fait de vouloir résoudre ça, on savait que ça allait avoir un impact énorme sur des millions de personnes potentiellement si on y arrivait. Le fait de faire ça en inventant un langage de programmation, ça nous a mis un petit challenge intellectuel, une volonté de casser une barrière technologique pour arriver à faire ce que personne d'autre n'avait réussi à faire avant. Et c'est aussi ça qui nous a vraiment fait nous dépasser dès le départ en disant ok, on va vraiment faire quelque chose d'unique. On en a parlé juste un peu avant, encore une fois en off. Tu me parles de ce langage de programmation qui était normalement une rubrique que je voulais attaquer, mais juste en 2 mots. Ce que je comprends pas, c'est que, et l'avenir te donne raison, forcément. Si j'avais un projet comme le tien, j'essaierais de trouver, un framework, ou j'essaierais de trouver un langage de programmation, faire du PHP ou peu importe, et dire voilà, j'attaque le produit, je le simplifie, mais vous êtes lancé de 2 tâches, c'est-à-dire qu'il fallait créer le langage de programmation, et un langage, c'est une bibliothèque, c'est un framework. Enfin, vous avez d'un côté le langage et de l'autre côté le logiciel à créer. Donc, il faut d'abord créer le langage avec toutes ces briques. Et une fois que vous avez toutes ces briques, c'est ça qui est intéressant, c'est la vision en fait. Pourquoi vous êtes allé là et pas rentrer directement dans un logiciel de paye? Parce que moi, je savais pas coder au départ. Vraiment, j'avais jamais codé de ma vie. Et Guilain voulait absolument pas rentrer dans le monde de la paye. Moi, j'ai appris la paye sur Internet. Et Guilain, en fait, il a construit un langage pour que moi, je puisse prendre les briques et construire le logiciel de paye. Donc, on s'est réparti les tâches. Et Flo, quand il nous a rejoints, il m'a aidé et il a repris le lead sur cette construction du système de paye, parce qu'il y a énormément de complexité. Il faut savoir qu'en France, avec les congés payés, il y a une 50aine de variables à créer pour prendre en compte toutes les problématiques des différents compteurs, le fractionnement, le report N-2, les différents calculs d'indemnisation des congés payés. Je parle même pas des RTT, c'est très 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 complexe. Donc au début, on s'est réparti les rôles et on a créé ce langage de programmation, à la fois parce que Guilain ne voulait pas rentrer dans le métier, dans la paye. Il a eu raison. Et encore aujourd'hui, il ne connaît pas la paye. Et tant mieux, c'est ce qui a fait notre force. Et deuxièmement, parce que Florian et moi ne savions pas coder. Et donc, on avait besoin de nous créer notre propre univers qu'on allait ensuite utiliser en France, avec des dizaines de personnes qui maintenant maîtrisent ce langage, mais aussi dans d'autres pays. Parce que c'est ce langage qui nous permet aujourd'hui de dire on va créer la meilleure solution de paye pour les petites entreprises italiennes. En 6 mois, on y arrive. Il y a peu de boîtes aujourd'hui qui peuvent, je pense, prétendre ça. Guilain, quand il est venu te voir, il t'a dit quoi, mot pour mot? Il t'a dit je veux créer un système de paye, ou un système de paye simplifié, ou c'est trop compliqué? C'était quoi l'idée vraiment originelle quand il est venu te voir pour te dire allez, on crée, ça s'est peut-être pas fait de Payfit, mais... Il avait vu, au début on n'avait pas de nom, on a hésité entre Albatros et Payfit. Ouais. Il avait vu une boîte qui marchait bien aux États-Unis, qui venait de se créer, qui s'appelait Zen Payroll, qui s'appelle Gusto, qui sert 100 000 entreprises à travers les États-Unis aujourd'hui. Et il s'est dit, si eux sont capables de le faire aux États-Unis, nous on va essayer de le faire en France. Il s'est vite rendu compte que ça allait être encore plus compliqué en France qu'aux États-Unis. Et après, l'idée du langage lui est venue. Mais quand il est venu me voir, c'était on va créer un langage de programmation et on va simplifier la paie en France. C'était ça l'idée. Est-ce que tu peux nous pitcher Payfit? Payfit, c'est une solution de paye et de gestion des RH qui permet aux TPE et PME à travers l'Europe de gérer facilement leurs fiches de paie, leurs déclarations sociales, la gestion des absences, des notes de frais, des processus d'onboarding. Quand vous êtes employé sur Payfit, vous pouvez facilement demander vos congés. C'est accepté ensuite par votre manager ou votre RH, très simplement. Vous pouvez vous faire rembourser vos notes de frais. Vous pouvez avoir accès à vos bulletins de paye directement en ligne sur Payfit.
Pour l'entrepreneur, celui qui va contracter avec vous, tu parles vous avez créé Jetlang. Tu vas rentrer quoi, par exemple, pour un employé? Tu vas dire, voilà, je m'appelle Firmin Zocchetto, j'ai tel âge, voilà mes horaires. C'est quoi les quelques... J'imagine que pour simplifier, tu rentres quelques... C'est un formulaire, en fait, à la base. Oui, on met alors l'employeur met le mail de l'employé. L'employé se charge de remplir toutes les informations que lui connaît et que l'employeur ne connaît pas forcément. Sa date de naissance, numéro de sécurité sociale. Il arrive dans la boîte, donc il n'a pas encore toutes les infos. Et ensuite, l'employeur, effectivement, met les infos de salaire, de temps de travail. Évidemment, la convention collective. La convention collective associée à l'entreprise, qui va générer ensuite beaucoup de règles de paye. Tout est fait, en fait, pour simplifier au maximum la saisie, pour ne pas demander 2 fois les informations et pour demander, en fait, à la personne la plus adéquate les informations, que ça soit l'entrepreneur, RH, manager, l'employé. Quand, par exemple, sur des cas ultra simples, c'est-à-dire qu'un employé qui fait ses horaires classiques, etc., à la fin du mois, quand il a été absent un peu 2 jours pour vacances, tu prends son cas, tu mets juste les dates de vacances et ça va générer... Et ça calcule tout automatiquement, alors qu'il y a des règles extrêmement complexes pour calculer les absences en France. Mais effectivement, mais l'employeur n'a même pas normalement à remplir ces informations. C'est l'employé, en fait, qui fait sa demande. C'est validé ensuite par le manager et ça part mettre à jour le bulletin de paye automatiquement. Tu te lances en 2015, c'est ça? Mais vous lancez quand même le service en 2016. Donc il y a 1 an de R&D? Oui, on aurait pu faire un bulletin de paie sur Excel en 24 heures. Et on a mis 1 an, en fait, pour le faire. Parce que on pensait aux autres conventions collectives, on pensait à l'UX pour nos utilisateurs qui devait être simple, on pensait aux déclarations sociales qui devaient être automatisées, on pensait déjà à lancer de nouveaux pays. Donc on a mis 1 an. Il y a des premiers clients qui nous ont fait confiance, qui ont fait leur première paye en même temps que nous-mêmes, on a fait nos premières payes. Et en avril 2016, on a eu nos premiers clients payants. Donc là, c'est un grand moment parce que c'est vraiment la concrétisation de tout notre travail des 15-16 mois précédents, où on voit qu'il y a des clients qui sont extrêmement heureux d'utiliser Payfit, de faire leur fiche de paie sur Payfit, leurs employés en bénéficient, et ce sont des clients payants. On sort de la bêta. Et ça, c'est une preuve du succès quand vous commencez à avoir des clients qui payent pour votre service. Surtout que c'est pas un produit sur lequel tu peux dire... c'est pas grave, je me rattrape, quoi. Je veux dire, alors, sur un salarié classique, tu peux toujours te rattraper s'il n'y a pas une grosse erreur, mais sur un solde tout compte, c'est compliqué quand même de dire allô, je me suis trompé, ramène-moi C'est un sujet qui laisse peu de place à l'erreur. On touche à l'argent des entreprises, à l'argent des employés. Il y a les bonus, même en cas de situation normale, on n'a pas le droit à l'erreur. Il y a les déclarations sociales à effectuer. Il y a l'URSSAF, Pôle emploi, mutuelle. Effectivement, dans des situations d'arrivée ou de départ, le solde de tout compte, document très complexe à produire avec d'innombrables règles de calcul. On n'a pas le droit à l'erreur. Or, les règles sont très complexes, donc ça rajoute une difficulté supplémentaire dans notre métier. Et la roadmap, vous aviez donc Guylain travaillé sur le langage de programmation. Vous avez décortiqué, je sais pas, par exemple sur Excel, la paye, voir comme vous avez compris le fonctionnement. Complètement. On a appris la paye sur Internet. Ouais. Le calcul, les méthodes de calcul. Les méthodes de calcul. Il y a rien d'impossible à comprendre, mais c'est juste une succession en fait de milliers de règles qui font que on parle du millefeuille social en France avec le droit du travail français et les centaines de conventions collectives. Donc on a appris en ligne avec Florian, on a appris cette paye française et on a eu des appuis de certains experts, notamment au tout début Pierre-Jean Fabas, rédacteur en chef de Légisocial, qui est pour moi un des plus grands experts de la paix en France, qui nous a beaucoup aidé sur ce sujet et qui nous aide encore à l'heure actuelle. Mais la roadmap, c'était une fois que vous avez le produit, la bêta, quand tu vas lancer le produit, initialement c'est que la paye. Mais vous devez sortir le produit avec quand même le... Alors, je sais même pas si à l'époque, il y avait le prélèvement à la source, peut-être pas. Non, il n'y avait pas le prélèvement à la source en 2016. C'est arrivé quelques années plus tard. Voilà. Donc, ça, c'est bon. De toute façon, ça, c'est quoi une API? De toute façon, j'imagine le prélèvement à la source. Oui, c'est pas quelque chose qui a été très complexe. Voilà. Mais sinon, vous sortez un an après une gestion RH complète, c'est-à-dire du contrat
Ou uniquement la fiche de paie ou le contrat, le solde de tout compte, les DADS, les DSN, tout Alors pas le contrat, on fait toujours pas les contrats, mais D'accord. en tout cas oui, tout ce qui est fiche de paye, alors la DADS qui n'existe plus mais qui existait à l'époque, solde de tout compte qui lui existe encore quand il y a un départ, tous ces documents ont été automatisés grâce à Payfit. Et vous avez simplifié les conventions collectives parce que là, c'est encore une fois, vous pouvez pas sortir toutes les conventions d'un coup. Non, quoi. et encore aujourd'hui, il y a pas mal de conventions collectives qu'on n'a pas encore intégrées dans notre système et qu'on va intégrer dans les années à venir. Par exemple, on ne gère pas le BTP. On ne Pour gère les pas... congés, rien que les congés du BTP, c'est compliqué, ouais. Oui, on ne gère pas le régime agricole, on ne gère pas les intérimaires. Il y a énormément de choses qu'on ne gère pas encore et qu'on va ajouter au fil des années pour rendre service à un maximum de personnes grâce à Payfit. Alors, vous lancez l'affaire, vous êtes 3 associés, donc Florian Fournier, c'est ça? Exactement. Guylaine Fontenay. C'est quoi la répartition et comment vous payez, comment vous financez, qui fait quoi? Au début, Guilain crée le langage et puis Florian et moi, on utilise ce langage pour créer le système de paye. Donc c'est assez simple. Et puis rapidement, on se dit qu'il va falloir accélérer. Il va nous falloir un autre développeur pour accélérer. Donc au début, ça coûte rien, quoi. Au début, ça coûte rien, temps. on se paye pas, Ouais. ça coûte du temps. On recrute. Ensuite, on fait rapidement une première levée de fonds parce que on a envie d'embaucher des personnes pour aller plus vite. Donc Manu qui nous rejoint, qui est un développeur, Noélie, une experte en paye, pour nous aider sur le service client et la gestion des déclarations sociales. Valentin, Margot, Emma, Hugo, Charles, beaucoup de personnes nous rejoignent dans les mois qui suivent cette première levée de fonds. Et ça nous permet vraiment d'accélérer et de convaincre les premiers clients de nous faire confiance et de les servir au mieux. La répartition entre vous, donc toi tu es le CEO. Ouais. C'est quoi, c'est 30-30 tu es majoritaire pourquoi tu es le patron Non, on a une répartition équilibrée tous les trois et on s'est réparti les rôles de manière assez naturelle au départ en fonction de nos affinités. Et au fur et à mesure de l'évolution de la société, nos rôles continuent d'évoluer. Le plus important, en fait, c'est d'avoir les meilleures personnes aux bons endroits pour la boîte, pour le bien de la boîte. Et 2, d'être dans un poste où, en fait, tu fais tout avec passion et où tu passes au moins 90% de ton temps à prendre beaucoup de plaisir. C'est vraiment pour moi les 2 choses essentielles qui sont trop souvent... oublié, je pense, par des cofondateurs dans une boîte qui se disent parce que je suis cofondateur, je dois être ici et pas ailleurs, et du coup qui se forcent en fait à faire des choses pour lesquelles soit ils sont mauvais, soit pour lesquelles ils n'ont plus de passion et bien souvent ça dure pas. Vous étiez potes? Alors Guylain, oui. Très bon pote, on se rencontre à 14 ans avec Guylain. Moi, j'étais très très bon pote avec Charles, son petit frère qui bosse chez nous, qui était un de nos premiers payfitters. Ouais. Donc on se rencontre à 14 ans, on fait du sport ensemble, on monte une première boîte, on s'est jamais perdu de vue depuis 15 ans maintenant. Flo, on se rencontre quand on a 18 ans sur le terrain de foot. On était en prépa, lui était capitaine du rugby, moi du foot. On voulait tous les deux se mettre au sport de l'autre et voilà, on est devenu c'était il y a 10 ans, on est devenu potes très 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 rapidement. Et le fait de bosser ensemble, ça se passe super bien? Super bien, ouais, c'est complémentaire. On est hyper complémentaires, on se voit tout le temps, on discute hyper régulièrement, on partage les mêmes centres d'intérêt en dehors du travail, la bouffe et le sport. Enfin, c'est un bonheur de bosser tous les trois. Et quand je regarde d'autres boîtes, d'autres histoires de cofondateurs, je me dis dans un sens qu'on a quand même beaucoup de chance. Comme on va le voir, tu n'as pas créé un usage en fait. Tu t'es implanté sur un marché qui fonctionnait bien. Enfin, qui existait, qui fonctionnait très mal, mais qui existait. Alors, ça dépend comment on le gère. Si tu veux, moi, qui est un expert comptable par exemple, pour moi, en général, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes avec les confinements, c'est plus compliqué. En général, ça fonctionne. Enfin, j'envoie 3 informations. Pour moi, c'est ultra simple. J'envoie 3 informations à mon comptable et il m'envoie le bulletin de paye. Je suis pas le client idéal. En fait, ce que je veux dire, c'est que si on veut sortir un bulletin de paye, on le sort.
Il suffit d'avoir la personne compétente. Sortir un bulletin de paye, c'est clair. Après, avoir ces employés qui sont contents de poser leur congé payé, qui ont accès à leur bulletin en ligne sans demander au patron, au RH, d'avoir leur bulletin de paye, être entrepreneur et avoir de la visibilité sur ce qu'on paye en termes de cotisation sociale. C'est quelque chose qui est confortable, outre le fait que il faut produire des payes justes en temps et en heure. Et tes premiers clients, donc tu as les bêta-testeurs, mais tu as tes premiers clients, ou les bêta-testeurs, ou les premiers clients, je ne sais pas si ce sont les mêmes, sûrement. Tu leur dis quoi? Tu vas voir tes copains, tu fais l'escargot, tu prends tes relations tout autour, et comment t'as fait? À 22 ans, c'est un peu compliqué parce qu'en fait... tu n'es même pas dans l'écosystème startup, en fait. Non, on n'est pas dans l'écosystème startup. On est rentré grâce à The Family. Ouais. Et on n'a pas un réseau très développé. On n'a jamais bossé. Donc non, au début, c'est des startups, surtout à Paris. Mais il y en a eu d'autres, à Marseille, à Lyon, à Nantes. Et on arrive à les convaincre de gérer leur paye chez nous parce qu'on partage le même ADN, la même philosophie d'automatisation, de simplification, la puissance technologique, le bien-être de leurs employés. Ils accordent beaucoup d'importance à ça aussi, le fait qu'ils puissent avoir un espace employé sur Payfit. Donc voilà, nos premiers clients sont des startups, des early adopters qui nous font confiance, qui n'ont pas peur d'avoir des erreurs sur leur paye et qui sont prêts à servir de cobayes parce que la quête qu'on poursuit leur apparaît assez incroyable. Ils ont envie de nous soutenir et ils ont envie de prendre ce risque avec nous. J'imagine qu'au début, évidemment, tu leur offres, vous le faites en doublon. C'est-à-dire qu'ils ont leur fiche de paye actuelle. Pour les bêta-testeurs, oui. Ouais, c'est ça. On le fait en doublon. Et comme ça, vous gérez, vous voyez s'il y a un problème. Voilà, ça nous aide aussi énormément à affiner notre système, à l'améliorer. Et après, en avril 2016, c'est le grand saut. Là, pour le coup, on fait vraiment les payes tout seul. Et sans polémiquer, dans les fiches de paye classiques, c'est-à-dire des experts comptables ou peu importe, il y a beaucoup d'erreurs. Il y a énormément d'erreurs. Ouais. Il y a énormément d'erreurs et en même temps, le droit social français et les conventions collectives sont tellement complexes, tellement sujets parfois à interprétation qu'on ne peut pas en vouloir. Si on n'a pas les bons moyens technologiques pour lutter contre cette complexité de droit et la simplifier, c'est extrêmement compliqué pour des logiciels traditionnels ou des experts comptables de produire des payes. Ouais, mais en fait, vous vous attaquez à quelque chose qui est vachement important. Effectivement, on en a parlé, c'est de l'argent, c'est l'argent du salarié, c'est l'argent de l'entreprise. Et quand vous vous trompez, parce que vous avez dû vous tromper forcément sur la version normale, enfin, pas la bêta, comment vous avez NRC? T'as déjà eu un gros problème? On a déjà eu des problèmes comme n'importe qui et on rattrape. Il faut s'en rendre compte le plus rapidement possible, rattraper, trouver des solutions. On y arrive toujours. Ouais. C'est quoi alors? C'est quoi une solution SaaS, j'imagine? Parce que j'ai pas trouvé les prix en fait sur le site. Alors, ils sont en ligne. Ça dépend des offres, mais ils sont en ligne. C'est une solution SaaS, software as a service. On paye à la fiche de paye. Donc, en fait, plus vous avez d'employés et plus vous payez cher. T'as des limites, tu peux aller. C'est qui tes gros clients, par exemple? On a des clients comme Open Classroom, on a des clients comme Revolut, on a des clients comme ManoMano. On sert beaucoup plus les entreprises qui ont entre 1 et 100 employés, mais on a quelques centaines de clients qui ont aussi entre 100 et 1000 employés. Mais notre objectif, c'est vraiment de concevoir une solution pour les sociétés qui n'ont pas de solution alternative aujourd'hui sur le marché, pour les petites boîtes. Aujourd'hui, quand vous recrutez, vous avez une équipe de sales, tu prends des grosses boîtes comme ManoMano ou Open Classroom, que je reçois bientôt d'ailleurs. Ça se fait de CEO à CEO, tu appelles Pierre, tu lui dis voilà, ou c'est directement leur service. Ça dépend, il y a vraiment tout qui peut se passer. Mais ça, par exemple, ce sont des clients qui ont grandi avec nous aussi. Ouais. On a pas mal de clients en fait qui sont arrivés, qui étaient comme nous, 5, 6 au départ, et qui 4 ans plus tard se retrouvent avec 300 employés. On va parler de l'accélération. Alors, vous avez levé, sauf erreur, 90 millions. Exactement. Donc, un seed de 500 000 euros en janvier 2016, donc au tout début. 5 millions d'euros en octobre 2016. 14 millions en janvier 2017. 70 millions en juin 2019. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent en si peu de temps, en fait. C'est quoi? Vous cramez beaucoup ou c'est des étapes à chaque fois?
Non, on a besoin d'argent en fait pour soutenir notre croissance. Deux principaux axes. Le premier, c'est le produit. On n'a pas envie d'attendre 15 ans avant d'avoir un produit efficace, performant, pas juste sur la paye, mais aussi sur le SIRH. On a envie d'avoir une profondeur produit qui permet à nos clients. Le SIRH, en fait, c'est tout ce qui touche au congé des employés. Ça peut être les notes de frais, ça peut être la gestion du temps de travail, ça peut être les processus d'onboarding, ça peut être les entretiens annuels, les mood surveys, les one-one entre manager et employé. C'est tout ça le SIRH. Donc c'est premier axe. Pourquoi autant de levée de fonds, je pourrais répondre à ta question, c'est pour avoir un produit qui permet vraiment de simplifier la vie en profondeur de nos clients, pas juste sur la fiche de paye, mais vraiment pour les digitaliser. Ça, c'est très important. Et on investit beaucoup sur notre produit. Et le deuxième axe, c'est que très tôt, en fait, on s'est dit qu'on voulait pas juste être une boîte franco-française, qu'on voulait être une boîte européenne. C'est pour ça qu'on a des clients aujourd'hui dans 5 pays, avant d'être une boîte mondiale. Et ça consomme de l'argent parce que tu vas dans des marchés sur lesquels tu n'es pas encore rentable. Donc, tu as besoin d'investissement. Et c'est ces deux axes, en fait, qui nécessitent de l'argent. Après, on peut aller plus ou moins vite, lever plus ou moins d'argent. Mais nous, en tout cas, c'est le rythme qu'on a choisi d'avoir ces dernières années. J'ai lu d'ailleurs que, et tu l'as dit tout à l'heure, quand vous allez vous implanter dans un pays, le fait d'avoir créé Jetlang, ce langage de programmation, rend les choses plus faciles. En quoi c'est plus facile? Donne-moi un ou deux exemples, par exemple, de ce que fait ce langage. Quand tu vas dire, enfin, je sais pas quoi, il y a une bibliothèque congés payés, par exemple, comment ça fonctionne? Par exemple, si tu veux créer les congés payés en Italie, tu vas créer tes variables. Donc ça, même si tu sais pas coder, tu peux, en apprenant le fonctionnement de notre langage, le faire. Tu deviens expert en paye italienne en apprenant sur Internet, comme je l'ai fait pour la paye française. Et puis tu crées ces variables-là avec la logique des congés payés. Et ensuite, tu vas créer avec des composants l'interface que l'utilisateur verra. Et du coup, tu te retrouves à avoir des congés payés qui tournent en Italie en quelques temps. Et ça, c'est valable en Italie, mais c'est valable aussi dans d'autres pays. Et plus, en fait, tu prends un pays qui a une complexité du droit du travail qui est élevée, et plus, en fait, Jetlang sera un avantage comparatif pour Payfit par rapport à d'autres entreprises qui essayeront de faire la même chose. Mais par exemple, pour les congés payés, tu vas rentrer des variables du style le nombre de jours dans l'année, le nombre de jours ouvrés dans la semaine. Tu vas dire, par exemple, le vendredi après-midi, si je pars, le samedi sera compté, etc. Exactement. C'est ce genre de règles. Chose que, par exemple, en Italie, ça serait peut-être pas. Ou complètement. Voilà. Dans chaque pays, il y a des règles différentes. À l'intérieur d'un pays, il y a, selon les conventions collectives, des méthodes de décompte des congés payés qui sont parfois différentes. On sait qu'en France, il y a la méthode des jours ouvrés ou la méthode des jours ouvrables, qui est différente selon les conventions collectives, qui ne donne pas le même résultat, qui est incompréhensible quand vous êtes salarié. C'est compliqué de comprendre ce 2,5 ou ce 2,0833, de savoir si le samedi est compté ou non. C'est ce genre de choses qu'on essaye, en fait, grâce à une belle expérience utilisateur, simplifiée pour tout le monde. 500 000 euros en 2016. D'abord, vous rentrez chez DeFamily ? On rentre chez DeFamily en 2015 pour s'insérer dans l'écosystème. Donc, vous avez compris déjà, à vous trois en train de créer, que seul, vous n'allez pas y arriver. On peut y arriver, mais ce sera plus lent. Voilà, il faut un accélérateur, de toute façon. C'est pas obligatoire, mais c'est un accélérateur, comme son nom l'indique. C'est un bonus, et ça nous a bien servi au départ pour trouver nos premiers clients. Ouais, voilà, premier client. Je pense que la moitié de nos premiers, on va dire 50 clients, c'est des startups de l'écosystème proche de DeFamily et autres. Et c'est eux qui vous aident au premier tour de site. C'est eux qui nous aident en partie, oui. Au début, le premier à nous donner de l'argent, c'est Jean de la Roche-Brochard qui s'occupe de Xavier Niel. Et c'est lui le premier qui nous fait confiance, Kima Venture. Et il voit quoi? Il voit trois jeunes... Il voit trois fous qui s'attaquent à un marché très complexe, qui ont créé un langage assez inhabituel. À l'époque, on était déjà très ambitieux, très passionné. Et voilà, il a eu l'intuition qu'on allait
réussir là où beaucoup d'autres ont échoué. Et il nous a fait confiance très très tôt. Il a à cette époque, en fait, il n'y avait pas de clients, il n'y avait pas de revenus, il n'y avait même pas d'interface en fait à voir. Donc il fallait miser sur des personnes et sur une intuition. Et c'est ça que par les bons investisseurs... C'est souvent comme ça, hein. C'est surtout la personne, quoi. Ouais. Mais souvent, il y a des investisseurs qui demandent... Donc, tu n'avais pas de MVP, il n'y avait rien, vous n'aviez aucune bêta, rien du tout. Non. MVP, un deck... rien. Un deck, mais bon, c'est pas le deck qui nous a permis de lever. Ouais. Quand vous allez le lever, ces quelques tours, vous y allez tous les trois pour pitcher? Ouais, on y va tous les trois au début, et puis ensuite, c'est moi qui en occupe. Quel est votre concurrent principal? C'est l'expert comptable, en fait. Ça dépend des pays. Sur la paye, sur les petites boîtes, c'est l'expert comptable qui fait les payes. Mais après, l'expert comptable, c'est pas une boîte concurrente, quoi. Il y en a plein des experts comptables. Après, notre ambition, c'est pas seulement de gérer les payes de nos clients, c'est aussi de les aider à se digitaliser via ce dont on a parlé, donc le SIRH, via une gestion un peu plus complète des employés que la simple paye. Donc on se crée un marché à ce niveau-là, parce qu'en fait nos clients ne sont pas encore digitalisés sur cette partie. Quand vous avez 20 employés, si il n'y a pas des modules d'absence, de notes de frais, d'onboarding dans votre solution de paye, vous aurez beaucoup de mal en fait à mettre une solution propre à la gestion des absences dans votre boîte de 20 employés. Donc c'est ça qu'on essaye de faire. C'est une de nos missions, de digitaliser la France et les autres pays dans lesquels on opère. Avec des boîtes comme Alan ou une banque, vous êtes interfacé, j'imagine. On est interfacé avec Alan, avec Swile. Là, on va s'interfacer avec Conto, avec Skello, Snapshift, qui font des plannings. Effectivement, il y a tout un écosystème à créer. L'idée, en fait, c'est que nos clients prennent toutes ces solutions. Là, tu me cites beaucoup de boîtes françaises, donc c'est... Oui, parce que je pense à nos clients français, mais on peut imaginer la même chose en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni, en Allemagne. Et quand j'appuie sur le bouton OK, valider les payes, c'est quoi, les banques, boum, ça fait les virements? Ça fait les virements directement. Ça gagne du temps, quand même. Ouais. On a lancé là une fonctionnalité en bêta en France où en fait les employés peuvent même faire des demandes d'acompte. C'est-à-dire que vous êtes en milieu de mois, vous avez le droit à un acompte, c'est la loi qui le dit, mais c'est souvent compliqué en fait d'aller voir son patron et de lui demander, comme une demande d'absence, de lui demander un acompte à la machine à café ou par mail. Là, vous êtes sur votre espace employé et c'est automatisé. Donc vous appuyez sur un bouton, c'est validé ou refusé, et ensuite ça va directement sur le compte de l'employé. Ce genre de choses en fait qu'on essaye de faire pour pas juste produire des payes justes et en temps en heure, mais vraiment simplifier la vie de tout le monde. Mais quand par exemple, moi j'ai des employés qui me disent, ils ont par exemple dépassé, alors ils viennent de rentrer, ils n'ont pas encore droit aux vacances, même si je peux leur donner, ils me disent bon, ils ont le choix, hein, soit c'est pris en congé sans solde, soit c'est des comptes, etc. Et ça c'est débrayable, donc ça vous le faites aussi, quoi. D'accord. Complètement. Ouais. Vous êtes rentré au Next 40. Donc les 40 plus belles startups de la French Tech. Ça t'a amené quoi? Pas mal de choses, de la visibilité. Ça nous a permis de communiquer suite à cette entrée. Le président. Ouais, ça nous a permis de créer un réseau d'échanges aussi avec d'autres sociétés qui sont dans notre cas et de partager des idées. Sur comment on va faire en sorte qu'en France, on ne vende pas forcément sa boîte à des sociétés américaines dès qu'on commence à grandir un petit peu, et vraiment créer dans les décennies à venir des champions français qui rayonnent en Europe et dans le monde entier. Donc je pense que c'est une bonne chose, la création du Next 40. Ça apporte de la visibilité, une tribune aussi pour échanger. Ouais, ne vendent pas la boîte aux étrangers ou ne montent pas la boîte à l'étranger. Parce que la question qu'on s'est longtemps posée, c'est si on a envie de lever 50 millions, il faut aller à l'étranger. Je pense que c'était valable il y a 10 ans.
Ouais, il y a 2-3 ans même, parce que c'était les grosses levées de fonds. Enfin, là, on parle de. J'ai rencontré, j'ai eu Lydia, 40, la même truc, Conto, 108 millions, je crois. C'était pas des chiffres, ou Alan, 12 millions, même en seed. C'est pas des chiffres qui sont français d'habitude. Il y a quelque chose qui s'est passé depuis 3-4 ans. Ça a évolué, peut-être. Ça a évolué. Maintenant, je pense qu'on a vraiment l'écosystème, on a les financements. On peut, sans aller prendre des fonds américains, asiatiques, faire des belles levées de fonds en France. Il y a des acteurs comme Euraseo, la BPI qui sont rentrés au tour d'avant, qui sont capables en fait de soutenir des belles croissances pour créer des champions français dans le monde. Sur les séries qui ont continué, vous avez toujours Kima avec vous? Oui, complètement. Complètement. Et c'est notre premier partenaire et qui continue de nous soutenir activement. Et il vous amène autre chose que de l'argent? Des idées, des introductions avec certaines personnes. Il n'y a pas juste de l'argent chez un investisseur. Est-ce que tu peux me donner quelques métriques de Payfit, nombre d'employés aujourd'hui? Payfit, on est 500 dans la boîte, 400 en France et 100 en dehors de France. On a quasiment 5000 clients, dont quasiment 1000 répartis en Espagne, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie, donc en dehors de France. On a eu notre premier client il y a 4 ans et demi et on est présent dans 5 pays. Quand on a ton âge, j'imagine que Guylain et Florian sont à peu près de ton âge. Oui. Comment vous grandissez aussi vite? Comment vous gérez 500 personnes? On va parler du management tout à l'heure, mais est-ce qu'aujourd'hui, 500 personnes, vous avez encore la taille de la start-up? L'agilité, la rapidité. J'espère qu'on a encore l'agilité et la rapidité de la start-up, tout en étant un peu plus structuré qu'au tout départ. Donc il faut vraiment prendre les très bons côtés du départ et puis grandir petit à petit. Mais avec Flo et Guylain, on grandit petit à petit dans nos rôles en s'entourant des bonnes personnes en interne. On a pas mal de gens qui, comme nous, en fait, progressent rapidement dans la boîte depuis le début. Donc ça, c'est extrêmement agréable, des personnes à très fort potentiel. Et puis, on recrute aussi des personnes brillantes qui ont eu d'autres expériences, qui sont souvent un peu plus âgées que nous et qui apportent aussi beaucoup de choses, tout en gardant les valeurs qu'on a, la passion qu'on a, l'envie d'entreprendre. Après, il y a différents moyens pour grandir aussi. Le fait d'avoir sur certains sujets des coachs, des mentors, des formations, de beaucoup lire, d'échanger avec ses pairs sur pas mal de sujets, c'est un tout qui fait que chacun grandit en fait. L'idée, c'est de grandir en tant que personne, au moins aussi vite que la boîte, pour toujours être en mesure de l'emmener plus haut, quoi. Aujourd'hui, ton rôle, c'est quoi chez Payfit? CEO, évidemment, mais tu fais quoi? Pas mal de choses, ça change tout le temps en plus. Change de métier tous les 6 mois sans que le titre ne change. Là, m'assurer que on recrute les bonnes personnes à tous les niveaux de l'organisation, dans tous les pays, dans tous les départements. M'assurer que on garde un niveau d'exécution qui est le plus élevé possible dans tout ce qu'on fait, dans la manière de servir nos clients, de construire notre produit, de faire de l'acquisition de nouveaux clients, de produire des payes vraiment, bien sûr, sans aucune erreur, le plus rapidement possible. M'assurer qu'on ne manque jamais d'argent aussi pour soutenir notre croissance, donc la relation avec les investisseurs, la relation avec le monde extérieur aussi, la presse, les médias, être l'image de Payfit. M'assurer également que la culture est ce qui fait notre force et continue d'être de plus en plus forte mois après mois. Donc en créant de nouvelles politiques comme le Work from Anywhere, en s'assurant que je comprenne vraiment bien ce que pensent les payfitters. La communication interne, c'est un rôle très important aussi du CEO qui doit en fait faire passer les messages à la boîte, expliquer en toute transparence comment les choses vont. C'est aussi réfléchir aux missions et à la vision de la boîte, avoir toujours ce cap à horizon 2, 3, 5 ans et se dire ok, qu'est-ce que Payfit sera dans 3 ans, anticiper sur ces réflexions, parce que si je le fais pas, en fait, personne d'autre le fera. On a déjà tellement de choses à faire au quotidien. Donc il y a énormément de choses en fonction des périodes.
j'accorde plus ou moins d'importance à certains sujets, mais en tout cas c'est extrêmement complet. Il faut avoir une vision panoramique sur sa société. Et quelque chose qui est assez amusant, c'est vraiment faire le grand écart quotidien entre du très très court terme, du court, du moyen et du très long terme. C'est-à-dire que dans une même journée, en fait, on peut se retrouver à gérer des cas opérationnels extrêmement concrets. Un client qui va avoir une demande particulière, un salarié avec qui ça va être particulièrement chaud, vraiment du très court terme, et en même temps se demander en fait ce que sera Payfit dans 4 ans, pour commencer en fait à poser les fondations, parce que sinon ce sera trop tard si on n'a pas anticipé. Et en fait, entre ça, il y a plein d'autres horizons. Et c'est ça qui est super intéressant, je trouve, c'est que c'est super complet et on s'ennuie jamais. Jour après jour, c'est toujours une nouvelle journée, quoi. Ah oui, ça c'est l'entreprise. Ouais. Quel est ton problème aujourd'hui ? Mon problème, c'est que je me bats contre le temps. En fait, on a des milliards de projets, beaucoup d'énergie, de volonté, des gens brillants, plein de clients, plein de marchés, plein de produits. Et il faut prioriser. On ne peut pas tout faire en même temps. Donc c'est pas moi personnellement, mais on se bat contre le temps. C'est-à-dire que vraiment, on sait ce qu'on va arriver à faire. Et notre défi, c'est comment en fait on compresse le temps pour que ce qui prend normalement 10 ans, on arrive à le faire en 2 ans. C'est ça en fait le principal sujet. Si on enlève cette contrainte-là, cette contrainte temporelle, tout devient beaucoup plus simple. On a besoin de moins d'argent pour financer la croissance. On peut prendre plus de temps sur les recrutements ou pour régler des problèmes humains. On peut avoir une croissance plus tranquille, construire des fonctionnalités plus lentement. C'est vraiment ce sujet-là. Le temps, vous n'avez pas de concurrent en Europe ou en France. Il y a Gusto donc aux États-Unis. Ouais, qui fait exactement ce qu'on fait et qui arrive à permettre à des entreprises dont les dirigeants, par exemple, ne connaissent rien à la paye de produire des payes. Ça, non, ça n'existe pas. Oui, parce que tu me parles de temps, mais tu me parles de pression, en fait. Il y a une pression du temps, parce que tu veux que ça aille très vite. Pas par rapport nécessairement aux concurrents, mais par rapport à ce que nous, on rêve de faire. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes mais qui j'allais te dire, vous avez le temps, en fait. Si vous n'avez pas de concurrents, si aujourd'hui les gens sont contents... ça c'est une vision... on pourrait se dire ça, effectivement, qu'on a le temps, et qu'en fait, on va arriver à un point donné dans 15 ans. Mais en fait, moi, ce point donné, j'aimerais y arriver dans 8 ans, pour me dire que dans 15 ans, je serai encore à un autre point donné. Vous l'allez où, en fait ? On a vu, vous tournez tout autour du RH, mais après, ça peut devenir quoi demain ? Quand je pose la question à Jean-Charles d'Alan, je lui dis, tu es dans la mutuelle, est-ce que demain, tu assureras des voitures, par exemple, dans l'assurance ? Il me dit non, ça sera jamais notre truc. Vous, la paye, le RH, il y a plein de choses. Vous l'allez où, en fait ? Qu'est-ce qui vous manque ? Quand je te dis ton problème, c'est le temps. Mais finalement, si j'ai une baguette magique maintenant, si je te dis demain matin, tu as une nouvelle fonctionnalité, c'est quoi ? Il y en a plein des fonctionnalités révolutionnaires, hein, parce que si tu vas me dire je vais faire rentrer le BTP, c'est sûr. Ouais, non, mais il y en a des centaines, c'est clair. On va pas dévoiler tous nos secrets, mais la vision pour Payfit, c'est ça tourne autour du travail. En fait, on veut faire du travail une source d'épanouissement pour un maximum de personnes. Donc ça, c'est vraiment la vision qu'on a pour Payfit. Et après, on a plein de moyens pour y arriver. Et sortir des fonctionnalités sur son produit, ça fait partie des moyens qu'on a, des armes qu'on a pour permettre à cette vision de voir le jour. Nous, on parle souvent avec cette vision d'épanouissement, d'accomplissement des employés dans le cadre du travail. On parle souvent de 2 missions qui sont vraiment cardinale chez Payfit. La première, en fait, qu'on s'est fixée et qui est peu traditionnelle, je pense, c'est de faire en sorte qu'on construise une boîte où nos Payfitters, nos employés, sont les plus accomplis possibles. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué et c'est vraiment un objectif en soi pour nous qu'on s'est fixé. C'est-à-dire qu'on ne veut pas juste créer une belle boîte avec plein de clients, un super produit, si c'est au détriment en fait, de l'accomplissement des personnes qui bossent chez nous. Donc c'est vraiment la première mission qu'on s'est fixée.
on y arrivait à 10, à 50, on y arrive toujours, peut-être même encore mieux à 500. Et j'ai envie qu'on continue d'y arriver, même quand on sera 5000 ou 10 000. La deuxième mission, c'est qu'on veut avoir un impact sur un maximum de personnes et un impact qui soit le plus fort possible pour que les personnes qui nous entourent, qui travaillent pas nécessairement chez Payfit, mais qui peuvent être des entrepreneurs, des RH, des employés, des managers, dans n'importe quel pays du monde, puissent se dire, OK, ma vie a été changée, améliorée, j'ai un peu plus d'accomplissement que ce que j'avais avant grâce à Payfit. Ça peut être en lisant un article de notre blog, en étant client chez nous, que ce soit côté employeur ou employé, en écoutant une conférence, n'importe quel élément, mais on veut avoir un impact positif en fait sur les gens. Dans ma série aux entreprises, on en a parlé, excuse-moi de revenir à chaque fois, mais bon, c'est des super boîtes. Donc, quand tu prends par exemple une banque en ligne, il y avait ces pain points, tu te dis, voilà, par exemple, le virement n'est pas instantané ou les frais cachés, etc. Tu prends l'assurance, la mutuelle, il y a par exemple, tu as la visio avec le médecin compris dans le truc, etc. Je comprends, moi, en tant qu'entrepreneur, que c'est la facilité, etc. Mais pour l'employé qui reçoit sa fiche de paye, quand il reçoit sa fiche de paye, et qu'elle est juste, on part du principe qu'elle est juste et qu'elle arrive le 1er ou le 2 du mois. Ça change quoi pour lui ? Mis à part qu'il peut à un moment s'inscrire peut-être ses vacances, etc. Mais parce que tu parles de bien-être, mais finalement sur quelque chose de base, qu'est-ce que ça améliore pour l'employé lui-même ? Aujourd'hui, parce que je sens que même, on va parler de la rubrique management plus tard, je sens que tu as vraiment cette envie d'améliorer les choses, de laisser une empreinte. C'est ça que je voudrais comprendre sur aujourd'hui, vos clients, qui sont vos clients, les employés de vos clients en fait, voilà. Exactement. Aujourd'hui, les choses qu'on permet, c'est souvent d'être payé plus tôt aussi. Il y a souvent des employés qui reçoivent avant Payfit leur fiche de paie le 10 du mois alors que le loyer tombe le 5. Déjà avec Payfit, c'est quelques jours avant le loyer. Donc déjà ça c'est un élément de bien-être qu'on offre naturellement à tous les employés qui sont sur Payfit. Parce que on permet beaucoup plus de rapidité, de temps réel, de flexibilité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit pas forcément, mais qui est très très important à souligner. Après, la facilité d'avoir accès à ces bulletins de paie en ligne sans embêter quiconque. Donc j'ai mon banquier qui me demande un bulletin de paie. J'ai pas le stress d'attendre 48 heures pour que mon patron me réponde. En fait, je vais moi-même me servir sur mon espace employé Payfit et du coup, je vais pouvoir contracter ce prêt à la banque. C'est ce genre de choses, par exemple, qui facilite le quotidien. Les demandes de congés payés, les demandes de remboursement de notes de frais, c'est beaucoup moins anxiogène. Il y a de la reconnaissance sur les reçus, donc je perds moins de temps. Et je suis commercial, j'ai 30 notes de frais tous les mois. Ça me fait gagner un temps fou et c'est beaucoup moins anxiogène. Je me dis pas qu'il y a quelqu'un dans la boîte qui va perdre 10% des reçus et que du coup je vais perdre 150 € par mois. C'est ce genre de choses. Après, il faut être conscient que là aujourd'hui, ce qu'on permet aux employés en termes d'épanouissement, quand leur boîte est client Payfit, c'est loin de ce qu'on va faire dans les années à venir. C'est-à-dire que nous, notre ambition, c'est de servir et les employés de nos clients de la même manière qu'on sert en fait leurs employeurs. Aujourd'hui, on peut vraiment considérer qu'on a changé la vie des RH, des entrepreneurs qui sont sur Payfit. On n'a pas encore révolutionné la vie des employés dont les employeurs sont sur Payfit. Et c'est quelque chose qu'on va faire de plus en plus dans les années à venir en apportant plus de fonctionnalités, plus de services. Et le churn ? Donc le churn, c'est la faculté à perdre des clients ? Ouais, c'est très compliqué de changer de système de paye, donc ça suppose que on mette plus de temps à convaincre nos clients de nous rejoindre, mais c'est aussi quelque chose qui permet de faire de la rétention sur nos clients, et comme ils sont de toute façon globalement extrêmement heureux, on a très peu de churn et une très très bonne rétention de nos clients qui grandissent avec nous. Combien de clients aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a quasiment 5000 clients. Alors ça, c'est des entreprises ou c'est c'est des entreprises. Ouais. Ça, c'est des entreprises. Et en bulletin de paye ? Et en bulletin de paie, on est autour des 100 000 bulletins de paie tous les mois. Ah ouais. 25 €, ça fait des sous.
Enfin, je veux dire, après, tout le monde ne paye pas 25 peut-être, mais ça fait des sous, quoi. Ouais, on a dès le début en fait un modèle économique qui est clair par rapport à d'autres startups qui vendent à perte ou qui se demandent en fait comment ils vont rentabiliser une base d'utilisateurs qu'ils auront réussi à acquérir. Nous, c'est clair que dès le premier jour, on propose un super service à nos clients. Nos clients payent pour ça et sont très heureux de le faire. Vous perdez encore de l'argent ? Aujourd'hui, on perd encore de l'argent, d'où les levées de fonds, parce que on a décidé d'accélérer sur la partie produit et sur la partie expansion géographique, donc à l'international. Et marketing aussi ? Et marketing aussi pour grandir. Vous avez un équilibre qui est prévu dans pas longtemps ? On verra dans les prochaines années. Pour l'instant, on est encore petit. L'idée, c'est de faire tous ces investissements pour avoir un maximum d'impact dans les années à venir. Mais on sait, par exemple, que voilà, sur la paye en France, oui, c'est un produit et un marché sur lequel on est déjà rentable. Avant de parler du management, parce que c'est un point important que je voudrais aborder, je voudrais qu'on ait 2 mots sur le code du travail. Il y avait une réforme en 2017 qui prévoyait de réduire le code du travail. Je ne le sais pas, mais je l'ai plus ou moins trouvé, je ne l'invente pas. J'ai à peu près vu qu'il y avait 3800 pages sur le code du travail et ils voulaient le réduire à 400. Est-ce que tu as entendu parler de ça ? Ouais, je sais pas. J'espère que ça prendra moins de 20 ans à se faire. Ça, c'est sans parler des conventions collectives ou des accords d'entreprise, hein, bien évidemment. D'abord, toi qui t'es enfilé le code du travail, j'imagine, parce que pour faire la paye, est-ce qu'il est trop gros ? Je pense qu'il y a beaucoup de règles qui sont inutiles et parfois même absurdes. Donc c'est définitivement, il est trop gros. Et d'ailleurs, on voit dans d'autres pays que le code du travail est beaucoup plus simple et que ça marche pas moins bien pour autant. Donc oui, il est trop gros. Et c'est un de nos objectifs aussi avec Payfit, hein, c'est d'aider le gouvernement français dans les mois à venir à faire en sorte que de l'intérieur, parce que nous en fait on construit le moteur. Donc à chaque fois qu'il y a une réforme ou une nouvelle règle qui sort, en fait nous on doit l'implémenter pour que nos clients en fait puissent avoir des pays justes. Donc c'est vraiment c'est nous une loi, ça veut dire des choses concrètement en fait dans notre système. Donc on peut en fait avoir un regard très objectif et éclairé sur ce qui sort. Et définitivement oui, il y a de la simplification à faire, mais pas de la simplification en façade comme on l'a vu par exemple avec la sortie il y a 2 ans du bulletin simplifié, qui ne changeait rien au calcul de paye ou aux règles de paye, mais qui regroupait juste des cotisations. C'était de l'affichage en fait. Vous changez rien, on changeait rien au moteur, mais on changeait juste la carrosserie. Donc c'était pas, c'était assez insipide en fait comme réforme. Est-ce que tu penses qu'en réduisant le code du travail, on va déprotéger les employés ? Non, je pense que la complexité du droit du travail français, c'est pas ça qui... c'est pour ça que je parlais d'inutile et d'absurde. C'est pas ça qui protège les employés. On pourrait avoir exactement le même impact, le même niveau de protection pour les employés, avec quelque chose qui soit 10 fois moins complexe. Donne-moi un exemple. Par exemple, la caisse de congés payés du BTP, qui reprend pas les mêmes modalités que les personnes qui sont pas dans le BTP. Bon, bah, c'est quelque chose qui sert à rien. Et il y aura toujours des gens en fait pour dire que c'est différent, que ça sert à quelque chose. C'est pareil, le régime agricole avec la CPAM. Vous avez vu ce qui s'est passé sur l'impôt à la source, où en fait, il y avait pas mal de gens qui disaient que ça allait être une catastrophe, qu'il fallait surtout pas le faire, que ça allait changer beaucoup de choses, amener tout un tas de problèmes pour les entreprises et les employés. En fait, il y avait que 3 pays dans le monde qui n'avaient pas l'impôt à la source. La transition, quand on avait un système de paye adaptable comme Payfit, s'est faite extrêmement bien. Et là aujourd'hui, on se dit mais comment on a pu en fait faire ça aussi tardivement ? En fait, il aurait fallu le faire il y a 40 ans et ça aurait été beaucoup plus simple pour les entreprises, les employés, l'administration, beaucoup plus efficace. On aurait employé nos ressources à beaucoup mieux qu'à ça et on est très content. Et pourtant, la réforme a failli ne pas passer parce qu'on se disait que il y avait un risque au changement. Donc moi, je suis absolument convaincu, sans faire n'importe quoi, que ce droit du travail français, ces conventions collectives,
on peut diviser par 10 la complexité et avoir les mêmes impacts, garder 99% des impacts pour tout le monde. Ça, c'est une évidence. Mais c'est un travail inimaginable. Il faudrait, à la limite, faire comme on l'a fait avec la construction du Jetlang et de Payfit, repartir de zéro. Ce serait plus simple. Ça me rappelle un push que j'ai reçu sur le téléphone il y a une dizaine de jours. Il disait que en 2019, je ne sais pas si tu as entendu parler, je crois que c'est 7 retraités sur 10 ont eu un problème de calcul de montant de leur retraite. On peut considérer que la retraite, c'est plus ou moins de la paye, quoi. Voilà. Oui, donc il y a une erreur sur 70% des bulletins, enfin je sais pas comment ça s'appelle, des allocations retraite. Ouais, c'est pas étonnant. C'est pas normal, quoi. C'est à la fois pas normal et pas étonnant vu les règles, puisque c'est pareil, les allocations retraite c'est assez complexe. Hein. Il faut vraiment se lever de bonne heure et passer du temps pour comprendre comment ça fonctionne. Mais il y a la même chose partout. Hein. Les profs. Même tous les fonctionnaires qui sont payés, c'est la cata. Louvois avec l'armée. J'ai un cousin qui pilote des hélicos. Enfin, c'est une catastrophe. Tous les mois, il y a des problèmes. Et l'État a investi il y a 15 ans déjà des dizaines de millions. Pour rien, en fait. Hein, pour rien. Ouais, parce que ça n'a pas fonctionné. C'est la preuve que c'est un chantier qui est colossal. Et plutôt que de dépenser des dizaines de millions, en fait, pour créer un système qui va permettre de gérer la complexité des soldes des militaires, peut-être qu'il faudrait se poser la question de revoir les règles, d'aller à la source du problème et de revoir les règles qui font que c'est si complexe à mettre en œuvre. Techniquement, vous pourriez sortir 30 millions de bulletins de paye ? On pourrait sortir 30 000, pas demain, mais dans les années à venir. Il faut des serveurs, il faut des bobos. Complètement, il faut gérer les complexités qu'aujourd'hui on ne gère pas, mais c'est quelque chose qui serait possible et j'espère d'ailleurs que c'est ce qu'on va faire à l'avenir. Le Jetlang, lui, il évolue sans problème. Il se base sur quoi ? Il évolue tous les jours. Il se base sur quoi à la base ? C'est quoi comme langage qui est juste derrière ? C'est du JavaScript. C'est du JavaScript, d'accord. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le paramètre temps, on en a parlé, vous êtes sur la trajectoire ? Vous volez sur la trajectoire. Ça se passe comme prévu ? Ça se passe comme prévu. On est sur la trajectoire qu'on s'est fixée. Vous voulez juste accélérer, quoi. On veut juste accélérer et rester sur cette belle trajectoire qu'on a depuis le départ et qui va nous emmener très loin. Je voudrais qu'on parle de management. Avec la crise du Covid, vous avez choisi de libérer le travail. On peut travailler de chez soi, chez vous. Hein, donc, prendre des vacances quand on veut. Ce work from anywhere, tu en as parlé tout à l'heure. Pourquoi ce choix ? Oui, c'est un choix très fort qu'on a fait en juillet dernier, en se disant qu'on avait envie de laisser la possibilité aux payfitters de s'auto-déterminer. C'est-à-dire qu'il y en a qui souhaitent aller au bureau tous les jours, tout le temps. Ils ont besoin de ça. Il y en a d'autres qui veulent venir de temps en temps. Il y en a qui veulent habiter à Paris, près de là où on a nos bureaux. Il y en a d'autres qui veulent vivre en province ou à l'étranger. Il y en a qui ont des enfants, il y en a qui n'ont pas d'enfants. Il y en a qui préfèrent travailler très tôt le matin, d'autres tard le soir. Tant que en fait, les gens travaillent, ont de super résultats et respectent nos valeurs, s'inscrivent vraiment dans la culture de l'entreprise, nous, ça nous convient, c'est ça qui est le plus important. Le fait d'avoir quelqu'un qui est là, présent physiquement au bureau, c'est pas ça qui a de l'importance. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment voulu créer à travers ce Work from Anywhere la possibilité pour chaque employé chez Payfit de s'auto-déterminer sur ce sujet, donc de se responsabiliser et d'avoir plus de liberté dans sa manière de travailler. Ça veut pas dire qu'on arrête d'avoir un bureau. Le bureau est aussi important qu'avant. Ça, c'est extrêmement important à comprendre. Ça veut juste dire que le bureau est un lieu pour créer du lien social, pour se retrouver, et c'est un lieu pour travailler comme les autres. Alors cette idée, vous l'avez eue après le Covid ? On y avait déjà un petit peu pensé avant le Covid, mais le Covid a été une accélération formidable pour ça, c'est clair. Comment vous l'avez traversé cette crise ? C'était moins de clients Forcément, les entrepreneurs, les RH avaient d'autres sujets en tête que de changer de système de paye pendant le confinement. Donc il y a eu un ralentissement en fait. Parce que s'il n'y a pas de bulletin de paye, il n'y a pas de rentrée chez vous.
Après, il y avait des bulletins de paye malgré tout pendant le. Mais justement, des bulletins de paye très compliqués à gérer parce qu'il a fallu s'adapter pour mieux servir nos clients, chômage partiel, report des cotisations. Donc, on a eu beaucoup de travail. Et toutes les personnes qui travaillent dans la paye savent combien cette période a été difficile et combien on a dû travailler dur pour être au service de nos clients. Donc, ça a été une période difficile où chaque payfitter a été très courageux. Mais non, on n'est pas encore sorti de cette crise, mais je suis fier de ce qu'on a fait jusqu'à présent. On a vu que la France, dans les autres pays européens tout au moins, a pas brillé par sa productivité. Autrement dit, sans stigmatiser, autrement dit, alors tu parlais de tant que la personne fait son travail, tant qu'elle a ses résultats. En matière de sales, effectivement, il y a des reportings, mais tu prends le cas d'un codeur, par exemple. Un codeur, il peut débloquer la situation de temps en temps. Enfin, moi, je le vois chez nous. Moi, même quand je code, tu peux avoir un problème sur ces 2 caractères sur une ligne, mais que tu n'arrives pas à trouver, qui peut prendre 3 jours. Comment vous contrôlez ça ? Est-ce que les gens jouent le jeu ? Le temps passé, c'est pas ça qui compte vraiment. Ce qui compte vraiment, c'est l'impact que tu as quand tu fais les choses. Donc déjà, ça c'est le premier élément, que tu sois codeur ou non. Après, avec cette politique, tu accordes beaucoup d'importance aux managers, qui en fait, eux, sont chargés de faire en sorte que chaque payfitter ait les meilleurs résultats possibles, mais qui comprennent aussi les aléas de la vie quotidienne, tout ce qui peut se passer, les événements de la vie familiale, etc. Donc en fait, c'est pas un système de robot avec des résultats qui sont calculés bêtement et méchamment sous forme d'Excel, notamment pour des codeurs, des développeurs. Donc c'est aussi quelque chose qui est très important dans le Work from Anywhere. Et là, on revient sur cette notion de management. C'est qu'on accorde beaucoup d'importance au manager qui doit faire en sorte que son payfitter s'épanouisse le plus possible et les résultats les meilleurs possibles. Et si c'est pas le cas, en fait, trouver les meilleurs moyens pour accompagner son payfitter dans son accomplissement. Et ça, c'est valable pour n'importe quel type de métier. Il n'y a pas que les sales qui ont des résultats chiffrés dont on peut savoir s'ils sont bons ou non. Sur chaque métier, en fait, on est capable de savoir si quelqu'un est bon, moyen, pas bon, si bosse avec envie ou sans envie. Enfin, c'est des choses qui sont, pour moi, universelles. Donc, vous avez meeting et réunion. On a des meetings et des réunions qui sont à distance, en physique, ça dépend. Ouais. Et des managers, donc. Et des managers. On accorde beaucoup d'importance. Je pense qu'on est assez extrême sur ce sujet. On considère qu'en fait, un payfitter va pouvoir s'accomplir dans son travail, va pouvoir être épanoui grâce à son manager. C'est-à-dire que si le manager n'est pas bon, ne prend pas soin de son payfitter, pour moi, il manquera forcément quelque chose au payfitter pour s'accomplir pleinement. Et c'est d'ailleurs, ça sera d'ailleurs sans doute la première raison de son départ, si jamais ce payfitter part. Le manager, c'est l'autorité. Remettre dans le cadre, c'est c'est le contrôle, quoi, en fait. Non, je dirais pas que c'est le contrôle, le manager. C'est plutôt Parce que l'image que vous voulez tous avoir, les startups, c'est d'être cool, quoi. C'est d'être cool et que les gens s'épanouissent. Ouais, mais c'est pas forcément. Être cool, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Je pense que c'est un peu réducteur. Nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment faire en sorte que chaque payfitter en fait s'accomplisse au maximum. Parfois, il y a des trucs pas cool pour que chaque payfitter s'accomplisse et que les payfitters à côté s'accomplissent. Il y a des trucs pas cool parfois. Et notre objectif, c'est que chaque payfitter ait le maximum d'impact aussi sur le monde. Donc après, on dessine dans la boîte un cadre. Il y a certaines règles qui sont plutôt flexibles. Il y a des valeurs, il y a des missions, il y a des objectifs, il y a des managers. Et après, le système est plutôt flexible. On est très loin du système managérial d'antan où le manager est vu comme le chef, l'autorité qui impose des choses. Pour moi, c'est pas du tout cette vision du manager. Pour moi, le manager, c'est un coach. Un mentor. Mais c'est une figure qui est extrêmement importante. Si je prends un payfitter au hasard et que je me demande quel va être ce premier vecteur d'accomplissement, c'est pas son job, c'est pas ses horaires, c'est pas son salaire,
c'est pas les parts qu'il aura dans la boîte, c'est pas son impact sur la société, c'est en premier lieu sa relation avec son manager. Après, on peut l'appeler comme on veut, un mentor, un coach, mais en tout cas, c'est ça le plus important. C'est son référent. Exactement. La transparence, tout le monde sait, vous avez une transparence sur la rémunération, sur tout ça ou pas? On est en train de travailler là sur ce sujet pour créer compensation policy et que chaque personne sache en fait quel est le chemin de carrière, une grille des salaires en fait qu'on a dans les boîtes plus traditionnelles. Après, il n'y a pas de transparence poussée à l'extrême, c'est interdit en France de toute façon, qui viserait à donner à chacun le salaire des autres payfitters, ça c'est clair. Mais en tout cas, pour moi, la transparence sur ce sujet, c'est savoir en fait comment sa propre rémunération peut évoluer lors de sa carrière chez Payfit. Ça pour moi, c'est ça la transparence. En termes de congés, comment ça se passe, hein? C'est illimité ou pas? Non, les congés illimités, moi je suis pas favorable à ça parce que je pense que c'est un faux cadeau qui est fait. Il y a pas mal de dispositifs qui existent. Il y a les congés payés, il y a les RTT, il y a le sans solde. On accepte les sabbatiques. Enfin, il y a pas mal de sujets. Je pense que les congés limités, ça peut amener un piège. Mais en revanche, on est super flexible sur la manière de prendre ces congés. C'est-à-dire qu'on ne demande pas, comme dans certaines boîtes, aux payfitters de faire leur demande de congé 4 mois avant, par exemple. Oui, mais quand tu vas te situer à une réforme, par exemple la réforme de l'impôt à la source, à un moment, alors même si tu me dis que c'était pas hyper compliqué, mais imagine qu'il y a quelque chose de hyper compliqué qui va arriver sur la fiche de paye, tu vas prévenir quand même par une circulaire ou quoi, dire attendez les gars, là on pourra pas prendre de congé. Oui, on va s'organiser. C'est comme si quand Apple sort son iPhone. On va s'organiser complètement. Mais ce que je veux dire, c'est que on arrive toujours à trouver des solutions en nous créant notre propre organisation à nous, pas forcément calquée sur le droit du travail. Si tu devais résumer le management chez Payfit? L'accomplissement de soi, le dépassement de soi, la confiance, l'autodétermination, l'échange, l'écoute. C'est presque l'amour, l'empathie. C'est vraiment ce qui définit le management chez nous, quoi. Si tu rédiges une offre d'emploi, tu pourrais dire pour travailler chez Payfit, il faut ça. Pour être manager chez Payfit, il faut ça. Ouais. Et pour être collaborateur, simple. Il faut avoir de la flexibilité, de l'ambition, partager nos valeurs qui sont extrêmement importantes. Donc être ces valeurs d'excellence, d'humilité, de bienveillance, de passion, c'est des choses qui sont très très importantes. Elles sont assez communes, elles sont naturelles, mais elles sont assez communes à beaucoup de startups, ouais. Je sais pas si toutes les startups ont la bienveillance comme valeur cardinale et si toutes les startups qui ont cette valeur l'appliquent vraiment réellement dans tout ce qu'elles font. L'humilité, c'en est une autre. Et puis après, de toute façon, je dis souvent aux candidats que je rencontre dans les process de recrutement, il n'y a pas une... Tu recrutes beaucoup, toi ? Je recrute beaucoup. Ouais. Je pense qu'il y a une grande... on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais le fait de recruter, c'est vraiment un aspect important aussi pour des dirigeants. Surtout quand la boîte est en forte croissance, on passe notre temps à recruter. Donc je suis dans beaucoup d'entretiens, de process de recrutement. Et je dis souvent, d'ailleurs, qu'il n'y a pas une boîte qui est meilleure qu'une autre, avec des valeurs qui sont meilleures qu'une autre. Ou une mission ou un impact meilleur qu'une autre. C'est pas une bonne façon de voir les choses. Souvent, on voit des boîtes qui disent on est les meilleurs, on est les plus ça, les moins ça, nanana. Je dis juste, on est comme on est. Et en fait, vous arrivez et peut-être qu'il y aura un match et qu'on est la boîte qu'il vous faut, ou peut-être pas du tout. Et en fait, il n'y a pas de jugement de valeur derrière ça. C'est juste, est-ce qu'on va faire une partie de notre vie ensemble ? Est-ce que je vais t'apporter ? Est-ce que tu vas m'apporter ? Et est-ce qu'on a envie de faire ce bout d'aventure ensemble ? Il n'y a pas de jugement de valeur. Donc voilà, nous on a notre vision, nos missions, nos valeurs. On est guidé par nos North Stars et on a des personnes qui sont là dans l'aventure. Dans la rémunération, il y a l'intéressement. Beaucoup de payfitters ont départ. Beaucoup de payfitters ont départ, puisqu'en fait, on en a donné de manière systématique à tous les premiers payfitters qui nous ont rejoints.
Et là, on continue aussi d'en donner à certains payfitters. Avant de passer aux questions perso, j'ai lu que tu avais déclaré 1 année chez Payfit, c'est 3 années ailleurs. Pourquoi ? Tout va tellement vite chez Payfit. C'est pas moi qui le dis. Moi, de toute façon, j'ai pas connu d'autres boîtes avant, donc je serais incapable d'avoir créé ça. Mais tout va tellement vite, en fait. Tout change énormément. On recrute beaucoup de gens. Les décisions sont prises rapidement. Quand vous passez 1 année chez nous, vous vivez tellement de choses que c'est comme si ça équivalait à 3 années dans une autre boîte. C'est-à-dire, moi, j'ai des gens qui me disent qui nous ont rejoints il y a 2 ans, qui ont l'impression d'avoir toujours été là, d'avoir été là depuis 10 ans, alors qu'eux, ils ont une carrière avant, etc. On apprend tellement de choses, on crée tellement de liens social dans la boîte, on a tellement d'impact que tout est accéléré. Ce qui est positif et négatif. Attention, il y a des inconvénients à ça. Et c'est très prenant. Il faut avoir les reins solides en fonction des positions pour supporter ça. Mais c'est aussi quelque chose qui est très très excitant. Je reviens sur ce que tu viens de dire là. J'ai pas bossé ailleurs. Le fait d'avoir bossé ailleurs, ça aurait pu te donner une expérience qui t'a manqué? Peut-être. Difficile de savoir. Je l'apprends d'autres personnes, en fait, cette expérience. Des personnes qui sont extérieures à la boîte et qui m'aident, qui aident la boîte. Et on l'apprend aussi de toutes les personnes qui nous rejoignent, qui ont pour la plupart connu d'autres expériences auparavant. Ça a un côté aussi assez positif, en fait, de pas être biaisé. En fait, de faire les choses comme on aimerait qu'elles soient et de pas se mettre un biais de départ. Parce qu'on a toujours fait comme ça avant, parce que de toute façon, dans 99% des boîtes, c'est comme ça que c'est fait, et du coup, on part du principe qu'on va bâtir à partir de cette idée. C'est comme ça qu'on a monté Payfit, d'ailleurs. C'est parce qu'on n'y connaissait rien à la paye. Toutes les personnes qui ont essayé de révolutionner la paye pour les petites boîtes, et qui étaient déjà dans le métier, d'ailleurs, la plupart des gens étaient déjà dans le métier, sinon... ça peut être assez folle pour se lancer là-dedans, et partent sur pour moi un mauvais chemin. Créez pas un langage de programmation, commence directement à créer une plateforme qui va être ensuite très complexe à utiliser. C'est ça qui est incroyable. Parce que ce sont des experts. Nous, on a réussi justement parce qu'on n'y connaissait rien. On connaissait rien à la paye et du coup on a réussi à simplifier la paye pour nos clients. Et du coup, dans la construction de la boîte, construction d'une culture, là on est 500, putain on sera des milliers, avec Guilain et Flo, on sait qu'on n'a pas toutes les réponses, tous les sujets. Il y a des sujets sur lesquels on est meilleur que d'autres, mais on progresse petit à petit, on prend des avis de l'extérieur, on fait venir l'extérieur à l'intérieur via des recrues qui nous apportent, et petit à petit, on crée quelque chose qui est de mieux en mieux. De toute façon, je vais pas m'inventer une expérience professionnelle. Non, mais tu sais, quand tu recrutes, de toute façon, tu as 2 écoles. Hein. Ou je prends quelqu'un qui a de l'expérience, qui va me permettre de pas refaire derrière, et on va aller directement à l'essentiel. D'un autre côté, s'il a des mauvaises habitudes, il les conservera. Et c'est un problème. Tu pourras pas façonner à l'image de la boîte, en bien ou en moins bien, hein, mais c'est 2 écoles. Tout à fait d'accord, et c'est pour ça que les personnes, plus une personne en fait a d'expérience et a connu de choses avant d'arriver chez Payfit, et plus pour moi elle doit être ouverte d'esprit, humble et conscient en fait que tant va la cruche à l'eau qu'elle se casse. Les mêmes méthodes ne fonctionnent pas partout pareil, et il faut s'adapter à ce nouveau contexte. Donc quelqu'un de très expérimenté qui n'est pas humble et pas flexible par rapport à ça peut être une catastrophe. Des gens comme Sage ou Cégide pourraient venir sur votre terrain de l'ultra simplification? Oui, ils essayent déjà, mais c'est pas pour nous, on se concentre plutôt c'est vrai sur ce qu'on a à faire plutôt que sur ces acteurs historiques qui existent depuis des décennies. En termes de marketing, pour passer de 0 à 100 000 bulletins de paye, quelle a été la roadmap? Essayer d'adopter le bouche à oreille. Qu'est-ce qui a été le premier vecteur de la croissance, de l'ultra-croissance?
Le bouche à oreille a toujours été très important. Des clients super heureux qui en apportent d'autres, qui en amènent d'autres, ça c'est clair que c'est vraiment super important. Et après, il y a différentes techniques d'acquisition de clients. On va vers eux. Il y a des salons. On travaille avec des experts comptables qui sont nos partenaires parce qu'ils n'ont pas envie de faire la paye. Des regroupements d'entreprises, des incubateurs, la BPI. Enfin, il y a pas mal de parce que j'imagine que l'AdWords c'est le premier vecteur, quoi. C'est compliqué, quoi. C'est un petit vecteur. Ouais, c'est un petit vecteur. Ouais. Le langage, le Jetlang, il est open source? Non, pas encore. Ça pourrait l'être? Peut-être, oui. Ouais. Bon. Allez, on va passer aux questions perso. Est-ce que tu te rends compte que tu n'as que 28 ans? Le chemin que tu as parcouru, en fait, tu as monté un super truc, et d'un autre côté, tu n'as que 28 ans. C'est même toi, dans ta trajectoire, c'est allé extrêmement vite. Oui, c'est vrai que un de mes défauts, c'est que je suis toujours tourné vers le futur. J'ai du mal à profiter du moment présent, l'instant présent, et à me retourner et à voir le chemin accompli. Donc là, c'est bien, ça donne une occasion de le faire. Ouais. Mais non, je suis très content, très fier de tout ce qu'on a accompli depuis le début. Mais ce que je dis souvent, Payfitter, c'est it's only the beginning, et qu'il y a encore beaucoup de belles choses à faire, et qu'on est sur une super trajectoire. Le fait d'avoir 28 ans, et Flo et Guilain, c'est la même chose, ça nous permet en fait d'envisager sereinement la suite, d'avoir des ambitions très élevées sur le long terme. C'est-à-dire que dans 12 ans, j'aurai 40 ans. On est à la fois très pressé, et en même temps, on a le temps. Et ça, c'est et on a cette passion qui fait que on a l'impression, en tout cas, de pouvoir renverser n'importe quelle situation, qu'à chaque problème, il y aura toujours des solutions. Et ça, c'est très agréable. Tu prends le temps de vivre ou tu bosses quand même à l'ADA? Non, je suis équilibré. J'ai une vie de famille. Je fais beaucoup de sport. Je vois mes amis. Je bosse beaucoup. Tu fais du foot? Foot, du vélo, du tennis. Mais tu peux prendre une après-midi dans la semaine ou tu te... Ça dépend. Si je sens que j'ai besoin, je le fais. Si j'ai envie de bosser, je bosse. Je m'écoute et je m'équilibre naturellement en fonction des saisons, en fonction des semaines, du rythme, de ce que j'ai en tête. Et ça marche plutôt bien. Je me dis pas, bon alors cette année c'est sport, l'année suivante ce sera boulot. En fait, moi j'ai besoin d'avoir pas mal de choses qui me donnent mon équilibre, un équilibre qui change de semaine en semaine. Mais c'est comme ça que je m'accomplis. Je pourrais pas faire un choix entre ma vie perso, mes amis, le sport et le travail. J'ai besoin en fait d'avoir un équilibre un peu partout. Ouais. Et le soir, quand tu rentres, tu déconnectes ou le week-end? J'essaye, oui. Parfois, j'y arrive pas. J'ai besoin de rester connecté. Mais parfois, je me force ou en vacances, à le faire. Ouais. Cet été, par exemple, j'ai tout coupé pendant 3 semaines. Même les mails? Tout. Vraiment tout. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris de vacances. Et non, c'est hyper important pour se régénérer et partir de plus fort quand on revient. Et voilà, c'est un signe aussi, quand on part 3 semaines en coupant tout, en étant disponible uniquement pour les urgences, et qu'on revient, et que la boîte existe encore, c'est bon signe. Ça veut dire qu'en fait, les fondations sont solides. Moi, ça fait des années que j'ai dit, je recrute des gens, on bâtit la boîte pour pouvoir ne plus être là et partir en vacances. Mais il y a toujours besoin d'être là, parce qu'en fait, on veut toujours passer au niveau d'après et accomplir énormément de choses. Mais d'avoir cette philosophie, c'est sain. Ça permet aussi de recruter des gens qui sont complémentaires et qui sont meilleurs que soi sur les verticales dans lesquelles on les recrute. Alors ça permet effectivement, c'est agréable de retourner de vacances et de dire qu'il n'y a pas eu le feu dans la boîte ou qu'elle est encore là. Il faut aussi accepter, d'abord il faut accepter évidemment de déléguer, mais il faut accepter que la personne qui l'a fait pour toi, elle n'a pas fait exactement comme toi tu l'aurais fait, en mieux ou en moins bien, mais même si elle l'a fait en moins bien, il faut l'accepter. Complètement. Ouais. Tu as une organisation dans la semaine millimétrée ou dans la journée? Non, j'ai quelques rituels. Ça peut être du sport, la famille, certains éléments de
travail qui reviennent toutes les semaines. Mais sinon, je m'organise semaine après semaine parce que les priorités évoluent tellement vite que c'est mieux comme ça. Je book pas des rendez-vous, je prévois pas des rendez-vous 3 mois à l'avance. Qu'est-ce qui t'énerve au boulot ? Je pense que ce qui m'énerve le plus, c'est les gens qui n'aiment pas ce qu'ils font, les gens qui sont pas passionnés par ce qu'ils font. En fait, il y a trop d'opportunités pour faire des choses dans lesquelles on n'est pas épanoui, et pour lesquelles on se force, pour lesquelles on n'est pas passionné. Je trouve ça vraiment dommage. Donc moi, mon rêve, c'est que chacun puisse trouver de la passion dans ce qu'il fait au quotidien. Et dans le travail, je pense que c'est important. Si je vois quelqu'un chez nous, par exemple, qui n'a plus la passion de ce qu'il fait, je vais tout faire en fait pour qu'il change de job ou de boîte, pour le sortir de cette situation où il est plus passionné, parce que je trouve ça très très triste. Enfin, on n'en a pas parlé. Bon, on a abordé le travail, mais bon, je vais le voir bientôt avec Talentsoft, justement sur ça. On a toute une rubrique. En France, on voit quand même, ne serait-ce que les gilets jaunes. Je prends pas du tout parti, évidemment, hein, mais il y a un certain mal-être souvent dans le travail. Et les gens, alors ça dépend d'où tu travailles, mais hier j'étais dans un taxi et il me disait vous habitez Marseille, moi j'habite Marseille, nous à Paris on a du boulot, si on n'est pas content on traverse la rue, on a un boulot. À Marseille c'est plus compliqué, j'imagine que c'est bien plus compliqué en Auvergne ou en Ardèche, mais il y a plein de gens qui se retournent à 55 ans et qui n'ont pas aimé leur vie, quoi. Et malheureusement, tu bosses 7 ou 8 heures par jour pendant 5 jours pendant 40 ans. C'est frappant, mais c'est comme ça. Oui, je pense qu'il ne faut pas l'accueillir avec trop de fatalité. Je pense que dans la formation, l'éducation, la manière dont nos entreprises fonctionnent, il faut prendre un petit peu plus cette dimension passion en considération, pas juste la dimension financière, géographique. Il y a des... je vois mon père, par exemple, qui a une boîte de BTP en Mayenne. Il cherche des apprentis, il cherche des tailleurs de pierre, des personnes qui sont des artistes, en fait, et qu'il est prêt à accueillir à 14 ans pour les former et développer cette fibre-là. Mais il y a des choses dans la manière dont on a conçu l'école qui sont un peu absurdes, qui bloquent le système et qui permettent pas à chacun d'avoir un minimum de passion dans ce qu'ils font. Donc après, je sais que c'est un sujet très très complexe, mais en tout cas, moi, c'est la chose pour laquelle j'aurais le plus envie de me battre au travail. Qu'est-ce que tu as raté ? J'ai fait des milliards de petites erreurs. Après, j'ai pas ces dernières années un grand échec qui me vient en tête. C'est plein de petites erreurs, plein de choses qu'on aurait pu mieux faire, des recrutements qu'on n'aurait pas dû faire, des personnes avec qui ça se passait pas bien et où j'étais trop optimiste et je me suis dit ça se passera mieux dans 1 mois, dans 3 mois, et donc on recule. Des décisions qu'on a trop tardé à prendre, des lancements de pays qu'on a fait trop vite ou pas de la bonne manière. C'est plein de choses comme ça, en fait. C'est pas. T'as pas un gros truc. J'ai pas un gros truc. Je suis pas parti avec Je suis parti avec les meilleurs cofondateurs qui soient pour moi, avec les bons investisseurs pour nous. Enfin, il y a pas de gros sujet auquel je pense. Ouais. Tu peux me donner 2-3 étapes de ta vie qui t'ont marqué, professionnel, hein ? Depuis la création de Payfit ? Dans ta vie. Les différentes phases de Payfit, pendant un peu plus d'1 an, il y a une phase... Je sais pas, ta première levée de fonds, par exemple, ou... Ça n'a pas changé grand-chose. La première levée de fonds, c'est plus des phases. En fait, la première phase, début 2015 jusqu'à mi-2016, c'est la phase caverne. Garage, appart, où en fait, on est très peu, on parle très peu à l'extérieur, on est concentré sur notre truc, on avance... chaque heure est comptée, on ne part pas en vacances, exécution pure, on sait ce qu'on a à faire. Vous savez que potentiellement vous avez un carton dans les mains. Ouais. Mais il faut
il faut convertir et pour ça il y a que le travail acharné qui me permettra d'y arriver. Donc ça c'est vraiment la première phase. Ensuite il y a une deuxième phase qui commence mi-2016 avec les premiers clients au moment où on en a 100, 150 où là on se dit ok c'est la lumière, l'ouverture, on commence à être un peu plus connu, à attirer du monde. Et puis le SaaS c'est sympa. C'est sympa, c'est parce récurrent. Que c'est récurrent, ouais. C'est récurrent, les gens comprennent de mieux en mieux. Donc là, c'est une autre phase. Et puis ensuite, je dirais que depuis quelques mois, on regarde l'avenir avec encore plus de confiance, encore plus d'optimisme, mais je dirais un optimisme réaliste dans la durée et où voilà, j'ai jamais été aussi confiant en fait sur le futur et sur l'ambition qu'on a pour PayFit. Parce que maintenant, on n'est plus dans une phase où on vient de découvrir la lumière. En fait, on sait que nos fondamentaux sont solides, on sait que notre culture est ultra solide, qu'on peut accueillir des gens. On a des clients qui nous adorent, un super produit et en même temps tellement de choses encore à faire sur notre produit, sur l'ouverture des pays, pour les payfitters, pour nos clients, que c'est une autre phase qui va durer peut-être plusieurs années et qui va être très intéressante. Le risque avec cette phase, c'est que vu qu'on voit déjà pas mal de choses à faire, on aurait envie d'appuyer sur la touche accélérateur, comme dans un jeu vidéo. Tu fais x4, x8, parce que tu as envie déjà. Ouais. Et faut faire attention à ça, parce qu'il faut... Tu peux rater. Faut pas brûler les étapes. Quel est le bouquin qui est sur ta table de chevet ou que tu me conseilles? Un bouquin que j'ai beaucoup aimé, c'est First Break All the Rules, parce que c'est un bouquin qui permet... de qui? Je sais plus qui a écrit ça, mais c'est un bouquin qui permet vraiment de comprendre la vision de rêve qu'on a envie d'avoir chez PayFit pour nos managers. Des concepts de Fire with Love, d'allocation. Il est en anglais? Ouais, il est en anglais. Non, c'est un bouquin que j'aime beaucoup. Film ou série, ou les deux? Les deux. Les deux, je suis... Dernière série vue? J'ai beaucoup aimé Le Bureau des légendes. Ouais. Beaucoup aimé. Et dans un film, je suis très, je dirais, classique dans mes goûts. Et film comme Les Visiteurs, qui nous fait un peu voyager dans le temps, j'adore. Les deux premiers, le troisième. Ah oui. Ouais. Les deux premiers, surtout le premier. Qui pourrait être le prochain invité de mon podcast que tu pourrais me présenter? J'aime beaucoup Thibaut, d'eFounders, Thibaut Elzière, qui a créé Photolia. Ah oui. Tu le connais bien? Oui, ça a été un des premiers à investir chez nous, à nous faire confiance. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui, avec eFounders, en fait, a créé énormément de boîtes qui toutes changent un petit peu la vie. Tu pourrais me faire une intro? Oui, avec plaisir. Bon. Quelle serait la phrase ou la citation qui pourrait résumer ton parcours? À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. J'aime bien cette citation du Cid, il me semble, de Corneille, qui nous pousse à être ambitieux, même si il y a plus de risques et qu'il y a de l'échec qui est au bout. C'est que comme ça, en fait, qu'on peut trouver de la satisfaction. Alors, j'ai lu quelque part que on pouvait te reprocher d'être trop optimiste. Ce qui signifie que pour pouvoir, ce que tu es en train de me dire, ta citation, ce qui signifie que tu as de temps en temps besoin de te mettre en danger pour avancer? Et de me poser sur les choses et d'avoir un regard plus objectif, de me dire, ok, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Est-ce que vraiment les choses sont aussi roses que je les vois là aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes en fait que j'ai pas identifiés, des signaux faibles qui sont pas encore des problèmes et qui vont le devenir si je les repère pas assez tôt? C'est ça. Ça c'est un des éléments sur lesquels j'essaye de m'améliorer effectivement. En même temps, le principe même d'un bon chef d'entreprise, c'est quand même d'anticiper et de voir les coups avant qu'ils arrivent. Complètement. Alors, je vais te poser la dernière question du podcast. Ce podcast s'appelle La Combinaison, parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments qui a amené la personne que j'ai en face de moi là où elle est. Alors donc, Firmin, quelle est la combinaison pour devenir Firmin Zocchetto? Du travail, du talent. Alors, je vais t'en dire plusieurs, mais tu pourrais m'en dire d'autres. Du travail, du talent, des opportunités saisies, de la chance, de la résilience, de la persévérance,
de la curiosité par exemple ou un autre ingrédient auquel je n'aurais pas pensé, ou le tout? J'imagine que c'est un peu de c'est un peu de tout. C'est un peu de tout et je pense que le travail, sans un peu de folie et sans résilience, sans travail, il y a rien qui est possible. Et après, je pense aussi que on est tous uniques. Il faut pas chercher à imiter ou à être quelqu'un qu'on n'est pas, et qu'il faut jouer avec ses atouts, ses qualités en premier lieu, et se concentrer vraiment là-dessus, et puis faire les choses toujours avec beaucoup de passion et d'envie. Firmin, je te remercie. Écoute, c'était super. Merci J'ai beaucoup, beaucoup aimé ta vision, ta maturité. J'ai passé un super moment. Merci beaucoup. Mais écoute, moi aussi. Merci beaucoup, Frédéric. À bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papéo.fr. C'est la combinaison, tout en majuscule. Je vous offre 10% de remise sur votre première commande. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton s'abonner dans votre application mobile ou sur votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles, 5 de préférence sur Apple Podcast, anciennement iTunes, et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay. N'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt.